vamos a presentar a una estampa callejera de la ciudad habanera, un tipo muy popular. Es un noble caballero que en televisión ganó. Les voyageurs qui se promènent dans la vieille Havane à Cuba passent obligatoirement par la place de San Francisco de Asís, Saint François d'Assise. Si on se place face au côté ouvert de la place, on voit le terminal de bateaux Sierra Maestra, et au milieu de la place se trouve la fontaine aux lions qui rappelle celle de l'Alhambra de Grenade. Si on tourne la tête vers la droite, on ne peut rater la basilique et le couvent de Saint François d'Assise, avec la reproduction, offerte par la Fondation Iberostar, d'une statue se situant à Majorque. Elle représente un moine franciscain, Junipero Serra, qui après avoir reçu une formation au couvent, a été envoyé en mission d'évangélisation en Californie au XVIIIe siècle. Il donne l'impression de protéger un jeune indigène qui se trouve à son côté, en oubliant le mal fait à ses peuples avec l'aide de l'Église lors de la colonisation espagnole. Si on tourne la tête vers la gauche, on aperçoit une curieuse statue située devant l'ancienne bourse du commerce. C'est une œuvre récente d'un Français, Étienne Pirot, intitulée « La conversation ». Si on fait quelques pas dans la rue Oficios, que l'on aperçoit à gauche de la statue, on va voir une autre statue, El Cruzeiro. C'est un calvaire sculpté en Galice, la province espagnole, et offert par le gouvernement galicien à la ville de La Havane en 2000, en mémoire des Galiciens et Galiciennes qui ont émigré dans l'île et ont ainsi contribué à enrichir la nation cubaine. On fait alors demi-tour pour traverser la place afin d'aller voir un de ces émigrés venus de Galice, le Chevalier de Paris. Sa statue de bronze, œuvre de José Villas Oberon, se situe devant l'entrée du couvent. Il est d'ailleurs enterré dans une crypte de la basilique. Une légende prétend que, si on touche en même temps sa barbe et le petit doigt de sa main gauche, cela portera bonheur. Si sa statue donne l'impression qu'il se promène parmi les passants, c'est qu'il a été dans la rue pendant de nombreuses années. Mais voyons comment tout a commencé. José María López Lledin, c'est son nom, est né dans un tout petit village de la province de Lugo, en Galice, Vila Seca, dans le district de Fonsagrada, en 1899. Ils étaient 11 frères et sœurs, et il fut le seul qui a appris à lire et à écrire pendant son enfance. Ses parents étaient de pauvres vignerons et tentaient de vivre en vendant du vin et de l'eau de vie. Les conditions de vie étaient très difficiles, et 7 d'entre eux sont partis, comme beaucoup de Galiciens, vers l'Amérique du Sud. 4 se sont installés à Cuba, dont José María, qui, parti sur un bateau, le Chemnitz, depuis la Corogne, est arrivé à La Havane le 10 décembre 1913, à l'âge de 14 ans. Il a rejoint sa sœur, Inocencia, mais contrairement à elle, il n'a pas fondé de famille, car il était profondément marqué par la mort de la fille d'un médecin de Fonsagrada, Mercedita, dont il était amoureux, et il aurait juré de ne plus jamais se marier. Les Galiciens étaient soit agriculteurs, soit pêcheurs. Plusieurs de ces derniers s'installèrent à Casablanca, sur la baie de La Havane, en face de la vieille ville, pour y exercer leur activité. La communauté galicienne, très active, a apporté sa culture et ses coutumes à Cuba, et certains de leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants en sont encore les héritiers. Les anciens avaient acheté le théâtre Tacón, situé à côté de l'hôtel Inglaterra, pour en faire le siège du centre galicien. C'est là où fut interprété pour la première fois au monde l'hymne galicien. On a ensuite construit, sur le même emplacement, le nouveau centre galicien, où José María a pu suivre des cours du soir et apprendre l'anglais. Il a d'abord vécu chez un oncle, puis seul, en travaillant comme fleuriste, puis libraire, et enfin dans un cabinet d'avocat. Tout en poursuivant ses études au centre galicien, il a ensuite travaillé dans la restauration et à l'hôtellerie, au Telegrafo, au Sevilla, au Royal Palm, au Saratoga, au Manhattan,
ou à l'hôtel Inglaterra. Il a ainsi pu envoyer de l'argent à sa famille restée en Galice et aider sa sœur Inocencia. Le drame se produit en 1920 quand il est condamné injustement à 10 ans de prison et enfermé au Castillo del Príncipe, le château du prince, pour une raison mal définie puisqu'il existe au moins 4 versions des faits qui l'y ont amené. Selon l'écrivain Eduardo Robreño, José María travaillait comme valet au service d'un couple très riche dont la maison était située dans le Vedado. Un jour, les bijoux de la dame ont disparu et José María a été accusé et condamné à tort car la dame, de nombreuses années plus tard, alors qu'elle était très malade et sur le point de mourir, a reconnu devant un notaire et un prêtre qu'elle les avait dérobés elle-même pour les remettre à un maître chanteur. Selon son cousin Julio, lors d'un Noël à La Havane, il était chargé de vendre des billets de loterie dans le centre galicien et on a prétendu qu'il avait vendu un faux billet. Selon le journaliste et écrivain Guillermo Villarronda, il aurait été présent lors du meurtre d'une personne et aurait été accusé à tort. Enfin, selon Manuel Pérez Rodríguez, surnommé Bigote Gato, moustache de chat, José María travaillait dans un bar et la femme du propriétaire le trouvait à son goût. Il faut dire qu'il était bel homme. Le propriétaire, qui était un homme jaloux, aurait caché de l'argent sous l'oreiller de José María pour ensuite l'accuser de vol. C'est en prison qu'il a commencé à tenir des discours incohérents et exaltés où, par exemple, il se présentait comme un noble galicien possédant de nombreuses terres. Il se disait aussi le chef de grande armée, un pape, un roi ou un chevalier. Il se donnait le titre de vicomte des Amériques et comte de Monte Cristo. Il est sorti de prison au bout de 6 ans et n'a plus jamais travaillé. En prison, il avait appris à fabriquer des porte-plumes et des crayons qu'il décorait avec des petits drapeaux cubains ou espagnols, et il les vendait dans la rue. Son aspect et son délire aristocratique faisaient bien sûr penser à Don Quichotte. Ses frères lui ont offert de vivre avec eux, mais il a préféré vivre seul, dehors, en errant dans la Havane et en dormant où il pouvait. Bigote Gato était un personnage connu de la Havane. Il avait ouvert une taverne, rue Teniente Rey, en 1948. Il y régnait une joyeuse ambiance et une table était réservée aux chevaliers de Paris qui venaient ainsi boire le café et lire son journal tous les matins. Bigote Gato avait créé le club des Noctambules et avait décidé que José María en deviendrait l'un des membres et qu'il en serait même le président d'honneur. Le chevalier n'a jamais mendié et si quelqu'un lui offrait une aide, il lui donnait quelque chose en échange, une page de journal ou une fleur par exemple. Il n'a jamais eu une attitude agressive, bien au contraire. Il avait des façons élégantes et offrait des fleurs aux dames en leur faisant des compliments. C'est peut-être cette attitude chevaleresque, plus sa cape noire qui faisait penser à nos mousquetaires français, qui lui ont valu ce surnom de chevalier de Paris. Il frappait parfois aux portes de quelques maisons pour remettre des petites cartes écrites avec des phrases dépourvues de sens, sans rien demander en retour. Malgré sa folie, il gardait un certain bon sens. Dans les années 50, avant la Révolution, il a participé, avec 2 autres personnages de la rue havanaise, la Marquesa, la Marquise, terreur des portiers de bar, qui faisaient la manche en demandant des billets car le bruit des pièces blessait ses oreilles, et Bigote Gato, moustache de chat, dont nous avons déjà parlé, un programme de télévision mené par Gaspar Pumarejo. Il s'agissait de servir de juge dans une sorte de tribunal des fous pour un programme en direct dénommé École de télévision. À la fin du programme, Pumarejo a voulu donner $20 à chacun des juges et le chevalier a répondu « Ni mes sentiments ni ma noblesse me permettent d'accepter cet argent. Je le donne à Bigote Gato pour une fête qu'il va organiser dans son bar. » Pumarejo a hésité un instant et a rétorqué « Alors pourquoi ne pas le donner à l'œuvre de bienfaisance ?» Ce à quoi le chevalier a répondu « C'est bien, donnons-le. » Mais que font les riches et le gouvernement ? Car ce sont eux qui devraient s'occuper de la bienfaisance. Ceci n'est qu'une aumône, et ce n'est pas bien que les enfants de l'œuvre doivent vivre avec des aumônes. Il lui arrivait de disserter, assis sur un banc, dans un parc ou sur une place, avec l'allure d'un grand savant,
sur la vie, la religion, la monarchie et les empires. Il racontait les endroits lointains et les aventures fabuleuses qu'il avait vécues en France, à Lugo ou dans les Asturies. Certains habitants l'écoutaient avec admiration, d'autres en souriant, mais toujours avec respect. Un des enfants qui l'écoutait était le petit Eusebio Léal, qui est devenu le fameux historien de la ville et qui s'est chargé de le faire enterrer dans le couvent d'Assise. Je l'ai connu comme une des gravures de mon enfance. Et un jour, je me souviens qu'étant là-bas, dans les jeux pour enfants, le chevalier est apparu. Il avait une allure très ouverte, et alors nous avons commencé à parler avec lui. Et nous étions fascinés par son imagination. Il nous parlait de choses qu'on ne pouvait pas comprendre, mais qui nous paraissaient merveilleuses. C'est fin 1977, après 50 ans de déambulation, qu'il a enfin accepté d'être hospitalisé dans l'hôpital psychiatrique de La Havane, à Mazorra, compte tenu de son état physique lamentable. Il a été lavé, sa longue chevelure nettoyée et démêlée est devenue une longue tresse, et il pouvait se promener avec son costume et sa cape de mousquetaire tant qu'il le désirait, et il était correctement nourri. Je suis le roi du monde parce que le monde est toujours sous mes pieds. Ne regardez pas mes chaussures sales, regardez le trottoir, regardez la terre, regardez les pavés. Tout cela est en dessous de moi, confessait-il au médecin qui le suivait, Luis Calzadilla Fierro, qu'il surnommait son mousquetaire. Celui-ci écrira plus tard son histoire. Je suis le chevalier de Paris. Et il dédicacera son livre ainsi, en mémoire du fou le plus saint d'esprit que je n'ai jamais connu, de la part de son psychiatre et fidèle mousquetaire. Luis Calzadilla avait diagnostiqué une paraphrénie, un délire imaginatif sans que la personnalité soit atteinte. Le chevalier ne souffrait pas d'hallucinations. Il est mort le 11 juillet 1985 en laissant un héritage, une cuillère à café, une pièce de monnaie vénézuélienne de 25 centimes, des coupures de presse concernant Caruso, des petites images représentant des saints religieux, quelques photos et les 10 commandements. Il a aussi laissé une poignée de légendes et de chansons, dont celle que lui a dédiée Barbarito Diez. Hoy vamos a presentar a una estampa callejera de la ciudad habanera, un tipo muy popular. Es un noble caballero que en televisión ganó y a los asilos donó porque no acepta dinero. Parece un filibustero legendario de un galeote, con la barba de un Quijote y capa de mosquetero, pero se siente feliz y se pone interesante cuando le llaman galante caballero de París. Mira quién viene por ahí, el caballero de París. Il a d'abord été enterré au cimetière de Santiago de Las Vegas, à La Havane, puis Eusebio Léal, l'historien de la ville, fit transférer ses restes dans le couvent de Saint-François d'Assise. Comme Don Quichotte, à la veille de sa mort, il a brièvement récupéré la raison. Il déclare alors à son psychiatre « S'il vous plaît, ne m'appelez plus chevalier. Je ne suis pas le chevalier de Paris. Aujourd'hui, ce ne sont plus des temps d'aristocrates ou de chevaliers errants. » En retour, le médecin lui demande « Alors, je ne suis plus votre fidèle mousquetaire ?» Et José María répond « Non, Calzadilla, cela fait des années que tu n'es que mon fidèle psychiatre. »